ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer. Donc il ne faut pas hésiter à... Voilà. Donc ici vous avez en fait... alors par contre il m'a mis la diapositive super petite. Vous avez vous avez des notes, vous, des speaker notes ou pas? Non. Non. Il y a la suivante, mais sur notre micro-main qui est ici. C'est eux qui vont... Bonjour à tous. On va démarrer pile à l'heure, histoire qu'on puisse finir également à l'heure. Donc bonjour à tous. Merci de vous être rendus jusqu'à cet amphithéâtre Bordeaux au 3e niveau et de l'avoir trouvé pour assister à cette présentation sur les applications Legacy. Alors c'est sûr que ça me fait chaud au cœur que vous soyez finalement assez nombreux, parce que je me bats face à des data lakes, à des machine learning, avec de l'IoT, avec des microservices. Et moi, je viens vous parler des bonnes vieilles applications business legacy. Et pourquoi? En fait, parce que, on peut aujourd'hui considérer que c'est pas parce que aujourd'hui on fait du cloud que c'est antinomique avec des applications legacy. Alors, c'est vrai qu'au départ, on peut se poser la question. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà assisté dans le track de la migration aujourd'hui à la présentation sur la migration ou sur l'optimisation? D'accord, donc vous êtes, pour pas mal d'entre vous, assez fidèles sur la track migration, donc j'imagine que vous avez un projet. Donc aujourd'hui, on a plusieurs façons d'appréhender les migrations, on reviendra dessus tout à l'heure, mais je pense que si une des raisons pour lesquelles on a besoin d'appréhender cette logique de migration alors qu'on parle des applications d'entreprise, c'est tout simplement parce qu'elles sont là.
elles sont massives. Il s'agit des revenus de 2016 donc des éditeurs dans le monde des applications business et legacy. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est massif. Et on ne peut pas se masquer les yeux en disant « ça n'existe pas ». Ça existe, ça a du sens, ça porte les métiers, et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de pouvoir faire une migration totale, on en parlera tout à l'heure, ou même une migration partielle en oubliant ces applications legacy. Donc mon point, il est de dire « mais ok, mais quel bénéfice j'aurais à mettre ces applications legacy dans le cloud ?» Parce que là, je viens de citer SAP, je suis sûr que peut-être vous n'aviez pas en tête que SAP et AWS, ça pouvait se marier. Et vous allez voir que c'est un mariage d'amour, d'accord ? C'est même pas un mariage de raison. Donc on va en parler. Donc dans les bénéfices du cloud, je ne vais pas vous faire les bénéfices du cloud, sa vie, son œuvre. Je pense que ce qui est très important, on en a parlé juste avant avec le partenaire Gecko en termes justement de réduction des coûts, d'optimisation des coûts en termes FinOps. Mais il ne faut surtout pas oublier l'efficacité des ressources. Aujourd'hui, dès lors qu'on parle legacy, on parle généralement de ressources assez massives. Donc comment je peux faire pour être plus efficace sur l'usage de ces ressources? La résilience, dès lors qu'on parle legacy, application business, il est évident que la résilience est une composante essentielle qu'il va falloir appréhender. Et puis malgré tout, ce n'est pas parce que je suis là depuis 20 ans, que je fais tourner le business et que j'ai en tant qu'application business une importance réelle, que je ne pourrais ne pas être agile. L'agilité est accessible, elle existe dès lors qu'on travaille dans les applications business. Je vais en parler tout à l'heure en donnant des exemples, par exemple dans la partie SAP. Alors, pour ceux qui, c'est une redite, je m'excuse, c'est le modèle de maturité. Pour ceux qui ont déjà suivi les présentations de Claude Ampigny et Nicolas Malaval juste avant moi cet après-midi, eh bien, il s'agit des trois grandes voies qu'il y a donc dès lors qu'on parle migration dans le cloud. Donc, le premier, qui est, je dirais qu'on appelle lift and shift en bon français. Donc il s'agit en fait tout simplement, c'est le mécanisme du chariot élévateur. Hein, donc je soulève un workload, je le déplace, je le dépose dans le cloud. Donc là, il est clair que l'effort de migration, il est uniquement de déposer l'application telle qu'elle est. Et effectivement, on pourrait considérer qu'il n'y a pas énormément d'intérêt. Il y a des intérêts, ils sont majeurs. Par contre, effectivement, peut-être il peut être intéressant d'aller à l'étape d'après, qu'on appelle optimiser pour le cloud. Si je prends l'exemple de SAP, sur lequel on va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure, eh bien, l'exemple de SAP, bon, un lift and shift, je prends mon SAP, je le dépose tel quel. Par contre, ce qui pourrait être intéressant dès lors que je parle d'optimisation, c'est mes backups. Si je les déposais sur Amazon S3, et si en fait je faisais en sorte que cette fois-ci ma machine de pré-prod, qui était le backup de la machine de prod, eh bien je faisais en sorte que justement je puisse changer ces mécanismes-là pour que finalement la machine de pré-prod, je vais juste l'allumer quand j'en ai besoin. Parce que finalement, la machine de pré-prod, elle n'a pas besoin de tourner tout le temps. Et donc, avant, elle tournait tout le temps parce qu'elle était en backup, en cluster de haute disponibilité avec la prod. Mais là, ce n'est plus le cas. Parce que j'ai des mécanismes intrinsèques au sein d'AWS pour avoir du spare à disposition pour faire en sorte que j'ai directement une machine qui serait à disposition si celle-là, si la principale devenait à défaillir. Donc, aujourd'hui, rien que sur ces deux premiers aspects, eh bien, les applications business ont un vrai gain. Alors, il est vrai que pour l'instant, les applications cloud natives dans les applications business, pour l'instant, elles n'y sont pas encore. Tout simplement parce qu'elles sont souvent âgées et qu'elles n'ont pas pu bénéficier dans la partie R&D des dernières nouveautés en ce qui concerne la notion de conçu pour le cloud. Alors, avec quoi on va jouer? Quels sont les matériaux avec lesquels on va pouvoir jouer dès lors qu'on parle des applications business? Il est vrai que s'il y a bien des applications qui sont très workload orientées sur des instances, eh bien, c'est effectivement les applications legacy. Je ne vais pas vous mentir. Cela dit, c'est le matériau de base. Dès lors qu'on va commencer à travailler sur l'optimisation, on va pouvoir aller bien plus loin. On va pouvoir aller en fait utiliser les 114 autres services que ces deux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir bénéficier de toute la panoplie de, toutes les tailles d'instances dont on dispose sur AWS. Alors, je vais faire une pause pub pour Intel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, nous avons effectivement sur chacune des instances des processeurs Intel. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on sait pour chacun d'eux leur génération, leur puissance, on sait leur fréquence. Et donc, il n'y a aucune inconnue dès lors qu'on va parler de migration, puisqu'on travaille avec les mêmes outils, les mêmes matériaux que ce que vous connaissez on-prem. Donc là, en fait, on n'a pas trop de surprises dès lors qu'on va parler puissance en passant de l'un à de l'autre. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que par un simple redémarrage, on verra tout à l'heure, un arrêt redémarrage fait qu'on peut changer d'une famille à l'autre.
Alors, vous avez vu tout à l'heure, sur le marché des applications legacy, c'est vrai que SAP est très présent, est présent massivement dans les entreprises. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il s'agissait d'un mariage qui n'était pas un mariage de raison, mais un vrai mariage d'amour. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enjeux aujourd'hui du monde SAP sont des enjeux qui sont véritables. Alors, je vais vous donner un retour d'une étude qui vaut que ce qu'elle vaut. C'est le cabinet Resulting qui a fait un sondage par rapport à l'ensemble des projets qu'ils ont pu croiser pendant les 20 dernières années, et sur lesquels, en fait, ils ont posé les questions suivantes. Quels sont finalement, dans les projets, est-ce que ce sont des projets qui ont fini à l'heure dans le planning qui avait été planifié? Est-ce qu'on est resté dans le budget? Et est-ce que la promesse, à l'issue du projet, est-ce que la promesse était là? Et donc, en fait, ils ont fait ce sondage, et ce qui est très intéressant, c'est les retours. Et effectivement, les résultats de ce sondage n'invitent pas au changement, parce qu'apparemment, un projet qui était au départ basé sur du SAP, dans 36% des cas, en fait, on a fini à l'heure, on a suivi le planning, que dans 30% des cas, on est resté dans le budget, et dans 48% des cas, en fait, la promesse était là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, le monde SAP est tellement lié au business, il est tellement lié au quotidien de l'entreprise que c'est un projet qui est difficile. Il est difficile et depuis des années, il a été difficile. Donc dès lors qu'on parle SAP et changement, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est bien vécu d'entrée de jeu. Alors, que vient faire le cloud là-dedans? En fait, peut-être que si vous connaissez le monde SAP, qui a du SAP dans son entreprise? Waouh, d'accord, donc vous connaissez bien SAP. Donc la date de 2025 doit vous parler. Donc 2025, c'est la date à partir de laquelle il ne sera plus disponible que des solutions à base de plateforme HANA. Je n'ai pas dit base de données HANA, j'ai dit plateforme HANA. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur du S4HANA, BW4HANA, certes avec la base de données HANA, mais surtout la plateforme HANA, qui va donner justement cette seconde jeunesse aux applications SAP, avec un redéveloppement complet, avec cette fois-ci des choses qui sont en termes de l'ADN pur de la nouvelle plateforme, des choses qui sont plus en attente du marché, acquisition en temps réel de résultats, avec un TCO qui est bien moindre, avec la capacité de travailler de manière intelligente, avec de l'intelligence artificielle, etc. Cette plateforme-là, le problème, c'est qu'il faut l'avoir déployée avant 2025. Donc vous voyez le contexte ? Difficulté de changement parce qu'on est très proche du business, et par contre, il va falloir y aller, il faut passer de l'autre côté. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous allons être un facilitateur. Cet facilitateur pour passer d'un côté à l'autre, on va pouvoir accélérer le temps SAP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accélérer le temps SAP? Déjà, nous, on a accéléré le temps avec notre partenaire SAP. Donc, SAP aujourd'hui, c'est un partenariat qui a de plus de 10 ans. Aujourd'hui. Alors, au départ, effectivement, nous avons travaillé avec un SAP qui était un SAP client. Parce qu'en fait, oui, la R&D, c'est quand même bien pratique de pouvoir tester sur des très très grosses machines et après développer sur des toutes petites, changer, faire des tests de montée en charge, stresser tout ça, c'est quand même très intéressant. Et au fur et à mesure, nous en sommes amenés à avoir de plus en plus de portfolios de SAP disponibles sur notre plateforme. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne aujourd'hui finalement un portefeuille applicatif qui est très très large. Alors, je pourrais passer le temps de regarder chacune des colonnes et de vous dire tout ce qui est disponible ou pas. Je pense que le plus simple, c'est que vous reteniez qu'un seul chiffre. Donc, c'est 165 6099, qui est le numéro de la note OSS, donc la SAP Note. En fait, elle est mise à jour extrêmement régulièrement parce que nous avons des gens à demeure, à Walldorf, qui travaillent à certifier en production, je dis bien en production, l'ensemble du portefeuille que vous voyez ici, qui est extrêmement vaste. Parce que quand il y a marqué, par exemple, NetWeaver, c'est toutes les applications qui sont portées sur NetWeaver au-delà de la version 7 et plus. Autrement dit, une énorme partie du portfolio de monsieur SAP. Ou madame, d'ailleurs, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que nous sommes dans cette logique-là, où nous avons finalement un portefeuille SAP qui est extrêmement large, qui est certifié en production, qui est validé, et que ça va même un peu plus loin. Non seulement on le certifie, mais en plus, on a calculé l'ensemble des SAPS qui concernent la partie serveur d'application. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez avec des instances AWS, alors elles sont de toute nature. Ce qu'on appelle les M, M4, 4 c'est la génération, M c'est pour Main Usage.
quelque chose qui est cohérent entre le nombre de CPU et la quantité mémoire. Après, vous avez les compute, le C quelque chose. Et là, ce C, il est plus chargé en compute qu'en mémoire. Et après, vous avez les R comme RAM et X comme extra large. Pourquoi? Parce que ANA, c'est une base de données in-memory. Et là où on parle en Tera, sans aucun souci, dès lors qu'on parle de stockage disque, par contre, dès qu'on parle en mémoire, des machines qui ont plusieurs Teras de mémoire, là, c'est une autre messe. D'autant plus que ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce soit du cloud. C'est-à-dire que vous puissiez avoir sur des machines qui ont 1, 2, 4 Teras de mémoire ou même plus, on verra tout à l'heure, eh bien, vous puissiez attendre exactement les mêmes services que sur une T2 micro. Et c'est ça, aujourd'hui, que nous avons développé conjointement avec Intel pour pouvoir faire en sorte que nous ayons des machines qui, aujourd'hui, puissent accueillir, alors à la date du jour, c'est 4 teraoctets, mais nous avons annoncé au Sapphire 6, 9, 12 et 16 teraoctets de mémoire pour pouvoir accompagner vos projets vers la plateforme ANA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès lors que vous êtes dans le monde OLAP, comme l'appelle SAP, dans le monde transactionnel, autrement dit, vous êtes dans le monde ECC, S4, on travaille avec des plateformes ANA qui sont appelées single node. Donc pour l'instant, à la date où je vous parle, on peut aller jusqu'à 4 teraoctets de mémoire. Vous savez qu'il y a un facteur 2, donc, par rapport à un ECC sur une base Oracle, par exemple. Donc on est sur des bases actuelles aux alentours de 8 Tera. Après, dès lors qu'on travaille en BW, et donc tout à l'heure, Bertrand Seff, qui est le responsable de la partie infrastructure et de data center chez Arkema, vous parlera en fait de BW et de ce qu'ils ont pu faire autour du BW. Et c'est effectivement aujourd'hui très intéressant de voir dans le cas présent que dès lors qu'on est en BW, on peut être en multi-node, donc en fait on va pouvoir être en scale-out. Donc là, on peut monter jusqu'à 50 teraoctets de mémoire. Donc là, on voit que c'est intéressant. Donc là, en fait, tout ce que je viens de dire, c'est que finalement, par rapport aux besoins, mon cloud, il répond très bien par rapport à ce besoin-là. Mais j'ai toujours pas parlé d'agilité. Je vous ai promis que je vous parlerai d'agilité. Donc maintenant, l'agilité, qu'est-ce que c'est que l'agilité du legacy? Déjà, il faut savoir que pour ceux qui connaissent la plateforme ANA, au départ, c'est une hardware appliance. Autrement dit, vous voulez acheter une base de données ANA pour avoir une plateforme S4 ou faire de l'ECC sur du ANA, eh bien, vous êtes obligé de l'acheter chez un hardware vendor qui est certifié ANA, et c'est lui qui va installer le ANA dans son usine. Oui, mais comment ça marche dans le cloud? Le gros avantage, c'est que justement, on est agile, puisque nous avons cette possibilité de faire tourner directement dans le cloud eh bien, ce qui était mis en usine auparavant. Donc, vous avez la capacité, par un simple claquement de doigts, de dire moi, je le veux maintenant. Alors, j'ai marqué 1 heure, c'est moi qui ai fait mes petits slides, etc. Alors, je n'ai pas tout traduit parce que dans les faits, ce qui est important, c'est juste 1 heure. En moins d'1 heure, vous avez votre master. Je n'ai pas dit qu'après, dès lors que vous créez une base de données ANA, ça prendrait 1 heure. Non, ça prendra juste le temps de démarrage de la machine, à savoir quelques minutes. Non, on parle du master, le vôtre, votre master à vous, qui va suivre exactement les préconisations de monsieur ou madame SAP, qui va donc être pleinement supporté dans le monde SAP, mais qui pourra avoir votre façon de monitorer, votre façon de backuper, etc. Même si, là on le voit, par exemple, on a ce qu'on appelle un quick start, qui est un mécanisme qui permet d'arriver à faire, via le mécanisme qu'on appelle CloudFormation, de pouvoir faire que vous ayez la best practice de la totalité de l'environnement d'un déploiement single node ou multinode d'un SAP ANA. Autrement dit, ça va même jusqu'à la partie backup S3, où en fait on provisionne l'ensemble des éléments qui sont en fait préconisés par SAP dès lors qu'on travaille sur AWS. Donc faire sortir de terre un master en moins d'1 heure, quelques minutes pour en déployer, enfin plus exactement pour les allumer, et après on voit tout de suite que là, l'agilité, elle commence à être intéressante. Alors, à quel moment c'est intéressant dans l'agilité? Là, vous voyez en fait sur le slide, la partie en gris, c'est ce que vous faites normalement dès lors que vous êtes dans le monde on-premise. Malheureusement, pour mon âge avancé, ça fait bien plus de 20 ans que je travaille dans le monde de l'IT, j'ai vendu du hardware, beaucoup, longtemps, et je sais très bien comment ça se passait. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'était simple. On faisait un appel d'offres, on y répondait, et puis les achats, ils faisaient de la négociation, on signait des SLA sur des applications qui n'existaient même pas, puis après, à la fin, hop, on commandait la machine. Et puis la machine, elle arrivait, mais c'était la machine de production, et en plus son petit copain de pré-production, mais qui était prévu pour les 5 ans à venir. Autrement dit, Day One, le premier jour, on a une machine qui coûte très très cher et qui est utilisée très très peu.
Après, en plus, il y a un temps de démarrage. Après, il peut y avoir aussi, on va shifter dans le temps de mise en place de tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec cette logique d'AWS, où on va pouvoir être agile dans le déploiement, rien que par ce simple mécanisme, on va avoir tout simplement un alignement des coûts par rapport à l'usage réel. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. Dès lors qu'on va commencer Dès lors qu'on va travailler dans la partie base de données, donc la partie purement ANA, en fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, un simple arrêt et redémarrage permet de changer de taille de machine. Donc, je travaille petit au début, et puis dès lors que j'ai besoin de plus, j'éteins la machine, je la redémarre. Je démarre avec un projet avec 512 gigas de mémoire. Ma target est à 4 Tera. Je vais pouvoir passer par l'étape 1 Tera, l'étape 2 Tera et l'étape 4 Tera. Donc, à chaque fois, au moment où c'est opportun, j'éteins la machine, je change de taille de machine, je redémarre. Donc là, on voit tout de suite qu'on est dans une logique qui va aller, en fait, suivre le besoin. Et puis après, même chose, dès lors que je veux avoir, par exemple, une montée de version, je veux appliquer un patch. Historiquement, il y a la machine de pré-production, puis on priait toujours pour qu'elle soit bien alignée, pareil, et qu'il n'y ait pas trop de différence. Là, je fais un snapshot de la machine de production sans impact sur la production. J'ai mon bac à sable, je vais appliquer sur la même taille de machine, et je pourrais même faire des tests de montée en charge, etc. J'applique mon patch, je valide en semaine, pas besoin d'arrêter, etc. En semaine, sans mettre en péril la production, et encore moins la résilience de la production, directement en semaine, le fait que le patch est bien fonctionnel. Donc après, ça sera, dès lors que je l'ai en plus validé en amont, je peux l'automatiser, faire des scripts de déploiement, je connais le temps à l'avance et je peux prévoir un arrêt planifié pour pouvoir le mettre directement sur la machine de production. C'est ça dont on parle dans la partie agilité. Alors, dès lors qu'on parle des serveurs d'application qui, par définition, sont essentiellement stateless, donc cette fois-ci, on a beaucoup plus de souplesse. Alors pareil, avant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre de users, le nombre de SAPs dont on a besoin, on divise tout ça et on a exactement la taille des machines. Oui, mais on a sizé au pic. Le pic à la fin du quarter où on a besoin d'avoir les 1200 users qui sont en ligne. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'ils sont là tout le temps? Donc déjà, manuellement, je peux adapter. Si je sais que 15 jours avant la fin du trimestre, j'ai besoin de plus de machines, j'en rajoute, il n'y a aucun problème, ça peut se faire manuellement. Il y a même des solutions. Par exemple, notre partenaire Linke a développé sur le marketplace d'AWS une solution qui s'appelle RocketSteam et qui permet d'avoir de l'élastique SAP, qui va, en fonction de la demande, vous démarrer des serveurs d'application. Donc là, on est en train de parler de SAP. Je ne sais pas si vous avez compris que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler élasticité, agilité, flexibilité, et on parle de SAP. Alors, maintenant, vous savez que dans le monde AWS, ce qu'on aime bien, c'est tout simplement faire parler ceux qui l'utilisent au quotidien. Donc, déjà, qui utilise SAP sur AWS? Alors, on pourrait dire, effectivement, ce sont des petites structures ou des grosses structures, ou alors c'est que en Europe, ou alors c'est... Non, c'est partout. 2, on a des clients qui sont de toute taille. Alors, ce qu'effectivement, on peut voir sur le schéma, des gens... alors après, il y a que ceux qui veulent bien communiquer sur le fait qu'ils ont bien du SAP sur AWS. Donc la liste est loin d'être exhaustive. Mais par exemple, nous avons eu au dernier Summit Decathlon qui est venu parler, puisque aujourd'hui c'est un déploiement massif, puisqu'on parle de dizaines de milliers de corps sur AWS. Dès lors qu'on parle de Veolia, c'est 18 000 utilisateurs qui ont migré donc sur la plateforme. Engie, Lafarge Holcim, qui était venu aussi l'an dernier au Summit pour parler de leur aventure au travers de SAP sur AWS, Schneider Electric. Et puis, j'invite à monter sur scène donc Bertrand Sève de Arkema pour qu'il puisse partager avec vous en fait son expérience de SAP sur AWS. Merci beaucoup Bertrand. Bonjour à tous, merci Philippe. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait sur AWS en environnement SAP, parce que c'est le sujet du jour, et pour m'aligner avec tout ce qu'a dit Philippe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qu'on a vécues, d'autres un peu moins, certaines beaucoup plus. Donc l'objectif c'est de faire ce retour et de vous expliquer ce qu'on veut faire chez Arkema vis-à-vis du cloud, notamment sur AWS et SAP. Alors juste un petit slide sur ce qu'est Arkema. Donc l'activité d'Arkema, c'est de la chimie, avec 3 grandes familles d'activités. Les coating solutions, c'est les solutions de revêtement. Les matériaux de haute performance et les spécialités industrielles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on fait, mais vous trouvez des produits Arkema
dans vos voitures, sur les semelles de vos chaussures de sport, dans vos habitations, dans beaucoup d'endroits, dans vos téléphones portables, dans vos écrans de téléviseurs LCD et autres. Donc Arkema, c'est une société donc, qui est répartie dans 55 pays. Il y a 136 sites de production et 8 milliards de chiffres d'affaires sur la plaque américaine, européenne et asiatique. Alors la BI chez Arkema, comme j'imagine chez beaucoup de clients SAP et de produits non SAP, il y a beaucoup de choses un petit peu dans tous les sens. Donc je vais vous présenter rapidement un petit peu la vue BI Arkema et après je focaliserai sur le rond rouge au milieu qui est le sujet du jour et l'infrastructure qu'on a mis chez AWS. Donc sur la gauche, vous voyez des ERP principalement, donc des ERP qui sont pour la plupart des ERP SAP et qui sont répartis un petit peu partout dans le monde chez Arkema. Donc il y a un ERP pour une de nos filiales qui s'appelle Bostik, un pour les États-Unis, un pour l'Europe, un pour une autre filiale. Donc il y a tout un tas d'ERP, donc les 6 principaux ERP qui sont sur ce slide. Et vous retrouvez tout en haut une infrastructure Legacy BW, donc pas sur HANA, qui est sur Oracle. Donc cette infrastructure a vocation à disparaître au profit de celle sur HANA. Vous allez retrouver au milieu et sur la droite des outils de restitution, donc divers et variés. Et donc la démarche chez Arkema par rapport à la BI, c'est de migrer, de converger vers le rond rouge qui est BW HANA 7.5 hébergé chez AWS. Donc je vais vous parler de ce rond rouge et du projet que nous avons fait pour mettre en place ce rond rouge. Alors, avant de rentrer dans le détail des challenges qu'on avait à vivre par rapport à cette migration, quelques petites remarques sur le choix AWS. Donc, comme ça a été dit, AWS et SAP ont un partenariat fort qui a plus de 10 ans. Donc, ça a été un des choix prépondérants dans notre démarche, sachant qu'on avait fait une étude pour savoir si on restait sur du on-premise, si on allait sur du cloud public. Donc, on a benché les 2 gros fournisseurs de cloud public, ou aller chez SAP sur des infrastructures type EC. Autre point important, ça a été également souligné, c'est la gestion de la capacité à la demande. Donc, pas besoin d'acheter ces fameuses grosses machines. Donc, c'est des instances EC2 qu'on va choisir. On va faire un sizing initial et on pourra facilement switcher sur une instance plus grosse quand les besoins vont évoluer. Sachant que dans notre cas, c'était très important parce que c'est très difficile de connaître un sizing, même pas à 5 ans, ne serait-ce qu'à 2 ou 3 ans, sur des infrastructures BW, parce que les développements peuvent aller plus ou moins rapidement et les infrastructures peuvent être mal sizées au bout d'1 an ou 2 ans selon les évolutions des demandes business. Donc l'infrastructure à la demande. Autre point, Arkema fait du SAP sur AWS. On a d'autres projets sur AWS. Donc une des raisons du choix AWS, c'était le portefeuille de services très riche. Donc on parlait de sauvegarde sur S3, c'est ce qu'on utilise. On a d'autres projets dans le cadre de notre transformation digitale, de DevOps et de choses comme ça, où on utilise des services type Beanstalk et autres. Donc c'était le choix d'un partenaire qui était capable déjà de nous fournir de quoi faire tourner notre SAP, mais également de nous accompagner sur d'autres projets que nous pouvions avoir en parallèle. Autre point important, c'est une matrice de rôle et responsabilité claire. Quand on fait du IaaS, quand on a une instance EC2 chez AWS, on sait ce qui est à la charge de AWS et on sait ce qui est à la charge du client. Et c'est très clair sur les rôles et responsabilités par rapport aux infrastructures déployées. Et également, ce choix AWS s'inscrit dans le cadre d'une orientation stratégique prise par Arkema, qui est d'utiliser les services cloud publics dans le cadre d'une stratégie cloud first. Donc, toutes ces raisons nous ont poussé à choisir AWS. Donc, notre projet, c'était effectivement construire cette plateforme IaaS pour héberger BW chez AWS. Alors, je ne vais pas vous faire toute la petite histoire, mais vous avez vu dans le schéma de la BI, on a une infrastructure Legacy, on a une infrastructure BW sur HANA. Donc, on n'a pas fait une migration de l'infrastructure Legacy vers l'infrastructure BW sur HANA. On redéveloppe nativement sur l'infrastructure BW sur HANA. Donc, dans le cadre de ce projet de redéveloppement, on avait d'abord fait un pilote chez SAP, donc le cloud SAP EC, et les premiers développements ont été faits sur cette infrastructure. Donc, le projet, c'était de déplacer ce qui avait été fait chez SAP pour l'emmener chez Amazon. Avoir une infrastructure évolutive
et mettre en place les principaux building blocks pour SAP et également pour les autres projets cloud que nous avons à faire en parallèle de ces projets SAP. Et alors le point qui a été le plus tendu chez Arkema, c'est un planning assez agressif. Il fallait migrer tout ça de chez SAP vers AWS en moins de 3 mois parce qu'on avait des échéances contractuelles avec SAP. Donc le gros point problématique et difficile, ça a été ce timing très très serré. Ceux qui ont fait des projets SAP savent que en 3 mois, on ne fait pas grand-chose sur des infrastructures SAP, donc c'était notre plus gros challenge. Par rapport à l'organisation, donc, on a constitué une équipe projet qui était composée d'internes Arkema pour qu'ils puissent monter en compétence sur toutes les technologies cloud et tout ce qu'on voulait mettre en place. Et on a travaillé avec un partenaire qui est la société Teamwork pour nous accompagner sur les migrations. Donc aujourd'hui, on a terminé notre migration. Elle a été terminée au 1er mai, donc on est en production depuis le 1er mai. On a 3 environnements. Alors il y en a un 4e, une sandbox, mais grâce à l'élasticité de ce qu'on peut trouver sur le cloud et chez AWS, cette sandbox, elle est arrêtée les 3/4 du temps, elle est redémarrée de temps en temps quand on a besoin. Donc les principaux environnements sont les environnements de développement, de qualité et de production. La qualité également, on est en train de discuter pour pouvoir l'arrêter pendant les week-ends et les nuits. Donc la problématique des autres environnements, bon, la production, on ne l'arrête pas parce que c'est une infrastructure qui est utilisée partout dans le monde. Et le développement, on a une grosse activité de développement sur le reporting. Donc il y a des développements qui sont effectués jour et nuit parce qu'il y a des gens qui travaillent un petit peu partout dans le monde sur ces projets. Donc on peut jouer sur les arrêts de la cale et des environnements type sandbox. Autre chose importante, c'est la volonté que l'on a dans le cadre de ce projet, mais d'autres, de faire de l'infrastructure as code, donc d'être capable de déployer très très rapidement une nouvelle instance, que ce soit une sandbox ou autre, en utilisant toutes les technologies AWS, CloudFormation et autres, qui nous permettent très facilement de créer un nouvel environnement. Par rapport à ce qu'on a choisi, donc nous on a commencé petit, enfin petit ça dépend pour qui, petit, c'est-à-dire qu'on a des machines pour la base de données à 512 Go de RAM. On sait très bien que d'ici la fin de l'année, on devrait probablement la doubler. C'est aussi une des raisons qui nous ont fait choisir le cloud, c'est quand on aura besoin d'1 Tera, c'est un arrêt, un redémarrage et on part sur 1 Tera. Sur une infrastructure on-premise, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce genre d'opération de manière simple et transparente. Donc on a utilisé la famille dont parlait Philippe, la famille R4 chez AWS, qui couvre les besoins de base de données ANA, de centrale instance et d'application server. Et on utilise tout un tas d'autres services, S3 pour le backup, Lambda, alors ce n'est pas dans le cadre du projet SAP, donc je ne vais pas trop en parler, CloudTrail et CloudWatch pour tout ce qui est log et suivi de l'activité, Route 53 c'est du DNS. Donc on a eu la volonté d'utiliser au plus des composants as a service et de ne pas reprendre des solutions on-premise et essayer de les adapter au cloud. On a eu des grosses discussions dans le cadre de ce projet par rapport à la sauvegarde. Est-ce qu'on prenait la solution historique et existante on-premise ou est-ce qu'on utilisait nativement les services AWS? Et on a fait le choix d'utiliser nativement tout ce qui est service natif AWS. Donc les évolutions futures de cette future proche, c'est de mettre cette infrastructure en haute disponibilité chez AWS. Et d'ici la fin de l'année, probablement que l'infrastructure risque de doubler en taille. Donc là, ça sera un petit projet parce que ça sera très simple de passer d'une 512 à 1 Tera. Donc notre plus gros chantier, ça sera de mettre une solution de haute disponibilité sur cette infrastructure. Alors par rapport à ce projet, comme je vous l'ai dit, on avait un timing très 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 serré, ce qui nous a imposé de faire certaines impasses sur des points qui sont clés. Donc le retour d'expérience que je peux vous faire par rapport à ce projet, c'est le principal, c'est celui qui est tout en haut, c'est anticiper la montée en compétence des équipes. Alors ceux qui sont déjà clients AWS, qui ont toutes les notions de S3, de EC2, de toutes ces choses, de réserve instance et compagnie, ça sera assez simple. Ceux qui partent de rien, il vaut mieux anticiper les compétences des équipes pour savoir de quoi on parle et pour faciliter les projets. Autre point très important que nous, on n'a pas pu faire dans des délais raisonnables, c'est le dernier, c'est tous les sujets de sécurité. Parce que quand on commence de dire qu'on va mettre tout ce qui est le reporting
donc ce qui est le cœur de métier d'une entreprise dans un cloud public, il y a forcément tout un tas de questions qui se posent de sécurité. Donc on se les est posées, il y en a qu'on a traitées, il y en a qu'on va adresser par la suite, mais ça c'est bien de l'anticiper, de le faire avant. L'accompagnement au changement des équipes, ça va avec les formations. Et une autre complexité qu'on a rencontrée dans le cadre de ce projet, c'est que sur le marché, il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles et compétentes sur AWS. Alors quand on cherche du AWS et du SAP, c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger, de bien chercher les ressources à l'avance, que ce soit des ressources externes ou former des personnes en interne. Il faut essayer d'anticiper. Et l'avant-dernier point, c'est le coût, mais ça, le coût, ça a été abordé dans plusieurs interventions juste avant nous, notamment sur le rôle du FinOps pour optimiser tout ce qui est les réserves d'instances et toutes ces choses. Donc ça aussi, alors ça peut être fait dans un second temps, mais il ne faut pas trop traîner parce que la maîtrise des coûts, c'est quand même un sujet très important. Donc les impacts de ce genre de projet et les sujets clés qu'il faut traiter, c'est tout ce qui est processus, parce que là aussi, il faut adapter tout ce qui est ITIL, Change, CAB et toutes ces choses, parce que ce n'est pas complètement compatible avec du cloud et de l'agilité. Donc il faut trouver le juste milieu entre le fonctionnement, je dirais, à l'ancienne ou existant, qui peut être un petit peu lourd dans certains cas, et l'agilité qu'apporte le cloud. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. L'organisation, ça tourne principalement par rapport aux équipes et aux formations des équipes, et également des contrats que vous pouvez avoir d'infogérance, de maintien en conditions opérationnelles qu'il faut adapter par rapport au cloud pour que financièrement ce soit intéressant. Le côté finance, on en a parlé, côté compétences et sécurité également. Donc dans le cadre de notre démarche, on a fait ce projet SAP, on fait d'autres projets, et à chaque fois qu'on mène un nouveau projet, on prend en compte tout ce qu'il y a dans le carré vert. Et chaque fois qu'on ajoute un nouveau service au catalogue, que ce soit un service, on est en train de travailler sur Cognito d'AWS, on regarde les 5 briques qu'il y a au-dessus de processus, organisation, finance, compétences et sécurité pour les adapter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre projet de transformation vers le cloud pour SAP. Merci. Merci beaucoup Bertrand. Donc Bertrand Sève, responsable de l'infrastructure serveur et des data centers d'Arkema. Je pense que c'était un très bel exemple. Justement, avec ce retour d'expérience, vous pouvez voir qu'il y a, au-delà même de la partie technique, je pense que c'est important, penser à ce carré vert. Je pense que s'il y a bien quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est bien ça. C'est le fait qu'il y a les besoins projets, mais il y a tout ce qu'il y a en amont. Et on parlait de compétences également. Le fait d'avoir des compétences partenaires AWS dans le monde SAP est aussi un facteur clé de succès. Alors, je vous ai promis de parler d'autre chose que SAP, c'était dans le titre. Eh bien, on va prendre le deuxième dans la liste, Microsoft. Alors, Microsoft, pourquoi ? Au-delà du fait que Microsoft est partout, dans la partie infrastructure, dans les OS. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des applications on-premise tournent sur Windows Server. Donc aujourd'hui, Microsoft est incontournable et aujourd'hui, il est présent dans la totalité des sociétés. Si je vous demande de lever la main, qui a des serveurs Microsoft chez lui? C'est juste pour réveiller l'Assemblée, parce que tout le monde devrait lever la main normalement, pratiquement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une plateforme qui travaille au quotidien avec Microsoft. Donc, je vais essayer de vous présenter déjà l'offre et après, ce que ça revêt tout simplement d'un point de vue technique. Donc, une chose, par contre, est importante à dire, c'est que comme Microsoft est là depuis longtemps et qu'il y a beaucoup de composantes majeures dans votre IT qui sont basés sur des Windows Server qui n'ont pas pu être migrés pour de très très bonnes raisons, des serveurs en Windows 2003 ou des bases de données SQL Server 2005, eh bien, ce sont des solutions que vous pouvez mettre en place sur AWS. Elles ne seront pas plus supportées chez nous que chez les autres, puisqu'aujourd'hui elles sont en fin de vie. Par contre, c'est tout à fait possible de pouvoir amener
ces composantes-là sur le cloud AWS et de bénéficier de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Votre Windows 2003 serveur pourra être résilient parce qu'il y a 3 zones de disponibilité dans la région Paris et que vous pourrez facilement faire en sorte que ça puisse, même s'il n'y a pas de cluster, être redémarré automatiquement si un data center venait à tomber. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous pouvez avoir, effectivement, qu'on appelle la dette technique, je ne suis pas sûr d'apprécier beaucoup le terme, mais surtout, en fait, quelque chose qui est essentiel, mais pour lequel vous n'avez pas voulu ou pu toucher dans la durée, en fait, c'est tout à fait quelque chose qui peut exister chez nous. Alors, dès lors qu'on va parler de Windows, ou alors de la partie SQL Server, il y a plusieurs modalités. La première modalité, c'est de travailler nativement sur EC2. Donc, vous pouvez installer votre propre sur EC2 votre propre Windows Server avec le SQL Server dessus, ou alors tout simplement utiliser les mécanismes de licence incluse que l'on met à disposition nativement sur notre plateforme. Après, vous pouvez travailler avec une offre que certains appellent Platform as a Service, même si ce n'est pas le vocabulaire que nous, on utilise chez AWS. On est plus sur des services opérés par AWS, donc du SQL Server natif dans notre solution Amazon RDS, pour Relational Database Service. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis 2008. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très ancien. Encore une fois, 10 ans d'âge. Je suis en train de vous parler de cloud et je suis en train de vous dire que ça fait 10 ans que nous travaillons avec Microsoft. Alors vous allez me dire qu'on aime bien les courbes qui montent chez AWS. Eh bien, mais en fait, on est dans la même dynamique dès lors qu'on va travailler avec Microsoft. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir que ça s'accélère. Donc pour juste lire un peu le schéma, je n'ai pas pris le temps de l'expliquer tout à l'heure sur la partie SAP. Donc on est sur l'adoption des clients et puis évidemment le nombre de solutions supportées et que vous pouvez mettre à disposition sur notre plateforme. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a une panoplie de services qui est très large et qui va pouvoir faire en sorte que dès lors que vous travaillez dans le monde Microsoft, vous pouvez utiliser AWS comme plateforme de déploiement. Alors, dès qu'on parle legacy application, généralement, le mot licence n'est pas très très loin. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, évidemment, tout à l'heure quand j'ai parlé de SAP, tout simplement parce que la plupart du temps, on est sur des licences à l'utilisateur. Donc, l'impact de la licence sur le déploiement de l'infrastructure n'est pas obligatoirement délicat à appréhender. Là, en fait, il y a plusieurs options. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir de ce slide-là, c'est que vous avez plusieurs solutions et que finalement, elles sont à votre disposition pour pouvoir le déployer. Il n'y a pas de frein. Donc la première des choses, c'est qu'effectivement, on peut travailler sur de la licence incluse et après, on peut très bien amener sa propre licence dès lors qu'on travaille et qu'on fait un déploiement sur Amazon EC2. Alors après, il y a, pour ceux qui connaissent, la notion de Mobility License. Donc le fait que vous avez des logiciels, on va retrouver les grands logiciels, SQL Server, Exchange, SharePoint, etc., qui font partie de la Mobility License. Autrement dit, je peux amener ma licence directement, nativement, sur n'importe quel cloud. Et après, il y a ceux qui ne font pas partie de Mobility License et pour lesquels il n'y a pas de souci. On va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des instances dédiées. Donc ce ne sont pas des instances qui sont dites en default tenancy, mais on va pouvoir travailler sur des instances qui sont dédiées. Dédiées, ça veut dire que vous avez la capacité de savoir exactement le hardware qui est sous-jacent en termes de CPU, socket, etc., pour avoir la bonne couverture en termes de licence. Donc, licence, check, OK, c'est bon. Maintenant, si on parle d'autre chose qui est bien tout simplement l'intégration à l'Active Directory, parce que qui dit Microsoft dit Active Directory. Eh bien, en fait, ça fait partie des choses que l'on déploie depuis très longtemps. Donc, j'ai fait référence ici à ce qu'on appelle le Quick Start. Souvenez-vous, tout à l'heure, quand j'ai parlé de SAP, j'allais parler d'un Quick Start qui permettait d'avoir un environnement tout prêt. Même chose dans le monde Microsoft avec Active Directory. Donc, on est exactement dans la même logique où on va pouvoir... en plus, il y a plusieurs options. On peut travailler soit directement avec du Manage Active Directory dans l'environnement AWS. On peut faire des Trusted Relationship. On peut faire de la délégation. On peut même faire du proxy. Il y a énormément de solutions aujourd'hui. Donc, l'Active Directory, nous avons même des experts qui, au quotidien, accompagnent les clients, quelle que soit leur taille, sur le déploiement d'Active Directory dans l'environnement hybride. Souvent, on parle d'environnement hybride avec un Active Directory on-premise et avec des déclinaisons dans l'environnement AWS. Donc, on a parlé des licences, check, OK. Active Directory, check, OK. Maintenant, vous allez me dire, il en manque un? Oui, il manque 365. Oui. Office 365, généralement, si je suis un client Microsoft, j'ai à un moment ou à un autre envisagé, et c'est une solution qui est
cloud, et ce n'est pas moi qui vais vous dire que c'est une mauvaise solution, de passer sur du 365. Même si Exchange aujourd'hui existe sur AWS, eh bien vous avez la possibilité exactement d'utiliser l'Active Directory qui se trouve sur AWS dès lors que vous voulez travailler avec de l'Office 365. Il y a même plusieurs possibilités. Donc, Office 365, OK. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, moi, j'utilise du .NET partout. Oui, ben, le .NET, pas de problème, nous aussi, on l'utilise. On l'utilise à tous les étages. Donc on l'utilise, par exemple, sur la partie développement. Vous utilisez Visual Studio au quotidien pour déployer vos logiciels .NET. Nous avons un plugin qui va s'intégrer dans Visual Studio pour déployer sur AWS. Nous avons un SDK .NET pour pouvoir travailler en .NET pour automatiser l'environnement d'infra as code sur AWS. Après, vous allez me dire, lambda, les microservices, est-ce que je peux me servir de .NET? Bien évidemment, .NET, il n'y a aucun problème pour travailler avec du .NET Core en tant que lambda. Beanstalk, pour ceux qui connaissent notre solution de plateforme as a service, vous pouvez travailler effectivement aussi avec du .cs et du .NET. Après, notre mécanisme de code build, de tout ce qui est build, pareil, .NET. Après, évidemment, nous avons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, du Windows et du SQL Server sur la partie EC2. Donc, .NET, check. OK. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, quels sont les freins pour utiliser Microsoft et l'ensemble de son portfolio sur AWS? Ce sont des freins psychologiques. Mais techniquement, il n'y a aucun souci. D'un point de vue licence, il n'y a aucun souci. D'un point de vue développement, il n'y a aucun souci. Alors, vous allez me dire, OK, bon, SAP, OK, Microsoft, OK, mais moi, il y a des workloads, je ne veux pas y toucher. Je ne veux pas y toucher parce que, tout simplement, ils ont soit une fin de vie qui est programmée, soit le développeur est mort depuis pas mal d'années et je ne veux surtout pas y toucher. Il y a plein de raisons pour lesquelles je ne veux pas ou ne peux pas migrer. Mais qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Parce qu'en fait, là, je vous ai parlé d'un certain nombre d'environnements, mais il n'y a pas que, effectivement, SAP ou Microsoft. Et là, on a un partenariat qui est très fort et qui, ensuite, vient juste d'arriver en Europe. C'est le partenariat que nous avons avec VMware, avec l'offre qui s'appelle VMware Cloud on AWS, donc VMC sur AWS. Qu'est-ce que c'est que... Alors, qui était déjà au courant que cette solution existait de VMware sur AWS? Je vois que vous êtes bien informés, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, donc là, on va reprendre l'environnement, tout ce qui est de plus classique. Donc, vous avez votre vCenter qui est dans votre data center. Et là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir finalement VMware, le meilleur des deux mondes, l'environnement VMware, qui va être déployé dans nos locaux, dans nos infrastructures. Et donc, c'est ce qu'on appelle VMware Cloud on AWS. Donc, ce sont les composantes que vous connaissez, ce sont l'ensemble des environnements qui sont mis à la demande ou en instance réservée 1 an et 3 ans. Pour l'instant, en Europe, c'est que des instances réservées 1 an ou 3 ans. Mais il existe des solutions de try and buy sur 1 mois, par exemple, où vous pouvez tester sur un host. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans nos environnements. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une vue du vCenter qui va aller de chez vous jusque dans le VMware Cloud. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une expérience d'extension élastique de votre environnement. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on nous, on a à y gagner? Eh bien, en fait, vous utilisez du VMware. Dès lors que vous utilisez du VMware, eh bien, aujourd'hui, le fait de passer dans l'environnement VMware sur AWS, c'est quelque chose qui va être naturel. Et après, vous allez pouvoir utiliser la totalité des offres d'AWS qui sont à valeur ajoutée. Donc là, on a marqué effectivement Amazon S3, du Redshift et autres. Tous les environnements AWS sur lesquels vous pouvez travailler parce que votre cœur d'IT aujourd'hui est sur VMware et que vous n'avez aucune envie d'y toucher. Et c'est tout à fait logique que vous ayez envie de garder vos environnements sans remettre tout en cause. Donc cette solution-là, elle est extrêmement intéressante, d'autant plus avec, donc, pour ceux qui connaissent, l'offre qui s'appelle HCX. Alors, je me suis trompé, il y a marqué Preview. Depuis tout début juin, ce n'est plus en Preview. Donc, il s'agit de l'offre HCX pour le cloud. C'est-à-dire, c'est ce qui vous permet en fait, d'arriver à faire un vMotion, en fait, tout simplement, entre l'environnement que vous avez on-premise et le VMware Cloud sur AWS. Donc, ça vous permet très facilement de faire un lift and shift sans arrêt de service quasiment et faire en sorte que vous ayez une capacité de pouvoir mettre vos workloads au plus proche des services AWS qui sont de l'autre côté du mur, tout simplement dans nos data centers. Alors, où est-ce que c'est disponible? Eh bien, en fait, maintenant, nous avons la joie, l'honneur et l'avantage d'avoir cette solution-là en Europe. Alors, sans mauvais jeu de mots, la vraie Europe, puisqu'au départ, c'était à Londres,
Il faut savoir qu'on est à 4 mois quand même du Brexit. Donc, on est sur une logique où maintenant, nous avons la solution VMware en AWS qui est disponible à Francfort, donc dans l'environnement européen, avec un peu plus de long terme donc au travers de ça. Donc, c'est une offre qui est revendue uniquement par VMware. Donc, si vous êtes intéressé, que ce soit en tant que client ou partenaire, eh bien, je vous invite à vous rapprocher des équipes VMware. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dans 5 minutes, en salle 251, notre partenaire VMware va vous expliquer en détail cette offre VMware sur AWS. Donc, je vous invite à aller écouter Marc en salle 251 dans 5 minutes. Voilà. Désolé pour Walid, qui est donc le présentateur suivant d'AWS, mais si jamais vous étiez intéressé, sachez que c'est donc juste après. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette session ? Alors, ce qui est déjà important, c'est qu'on est dans une logique où je vous ai parlé de 3 environnements majeurs. Donc, SAP, donc merci encore à Bertrand de nous avoir partagé son exemple et ce quotidien, ce vrai retour d'expérience donc chez Arkema. Microsoft, aujourd'hui, le frein psychologique, j'espère que je l'ai un peu levé, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est AWS, qui suit ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est du SAP, ce que vous avez, c'est du Microsoft, et ce que vous avez aussi, c'est du VMware. Et on est là pour accompagner vos besoins et faire en sorte que, par rapport à vos besoins, on ait les réponses dans nos environnements. Donc, avec le VMware Cloud sur AWS. Voilà, je voulais vous remercier, vous rappeler évidemment que nous avons une région française depuis maintenant le mois de décembre 2017, donc avec 3 zones de disponibilité qui en fait, ces zones de disponibilité n'attendent que vos workloads. Et donc, nous restons à votre disposition pour vous accompagner. Donc, il y aura différents événements qui vont venir dans les jours ou les mois à venir. Donc, sur juillet, nous avons les 13 et 19 juillet, les Awesome Day, qui ont lieu donc à la Défense le 13 juillet. Évidemment, c'est un événement gratuit, technique, très technique. Innovate, conférence en ligne. Et puis ensuite, pour les développeurs, le 11 septembre à Station F, le Dev Day. Et après, si vous venez des environnements start-up, eh bien, vous avez le 4 octobre, toujours à Station F, eh bien, les Startup Days. Voilà, je remercie mes partenaires préférés, puisque en fait, je suis responsable des architectes solutions au sein de l'équipe partenaire. Un événement de cette dimension, de cette teneur, ne pourrait pas avoir lieu sans les partenaires. N'oubliez pas qu'ils sont un facteur clé de succès également aussi de vos projets au quotidien. Voilà, je voulais vous remercier et puis donc aussi remercier Bertrand pour sa prestation. Bonne fin de summit.